Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le président de la République a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de reconstruction post-conflit, de paix et de sécurité. Alassane Ouattara a présidé le 5 décembre un débat présidentiel de haut niveau à l'ONU. La Côte d'Ivoire, vous le savez, préside le Conseil de sécurité des Nations Unies tout ce mois de décembre. Bientôt le bitume dans la ville de Mans, annonce faite par le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly annonce aussi plusieurs chantiers de développement dans l'ouest du pays. Il a présidé la deuxième édition du Tonkoui Nidale Festival, une rencontre de promotion culturelle du peuple d'An. Il s'appelle Traoré Thier Médandier, c'est lui le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Le Super Ebony a été désigné hier soir. C'était à l'occasion de la 20e nuit de la communication. Les journalistes de la RTI confirment leur talent. Ils ont remporté plusieurs prix sectoriels et spéciaux. La Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité de l'ONU tout ce mois de décembre. Depuis janvier 2018, notre pays siège pour la 3e fois au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a présidé le 5 décembre un débat présidentiel de haut niveau à l'ONU. Alassane Ouattara a parlé des recettes de la Côte d'Ivoire en matière de reconstruction post-conflit, de paix et de sécurité. Le chef de l'État ivoirien souhaite que l'exemple du pays puisse inspirer l'action du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans les règlements des conflits. Je vous propose un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara à l'ONU. La Côte d'Ivoire a bénéficié pendant plus d'une décennie d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité. En effet, dans la gestion de la crise que mon pays a traversée, le Conseil de sécurité a adopté plus d'une cinquantaine de résolutions. Certaines de ces résolutions, notamment celles relatives à la certification des élections et à la protection des civils, constituent des évolutions inédites et courageuses qui resteront gravées dans les annales du Conseil. Je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous grâce à la détermination et aux efforts du peuple ivoirien qui m'a élu, à l'engagement remarquable de la CEDEAO et de l'Union africaine, dont je salue la présence aujourd'hui des premiers responsables, M. Mahamat Faki et Jean-Claude Brou, et à celui des Nations Unies à travers l'ONUCI. Je voudrais rendre un hommage appuyé à la CEDEAO pour le rôle qu'elle a joué dans la sortie de crise dès les premiers instants. J'exprime ma gratitude au secrétaire général d'alors, M. Ban Ki-moon, ainsi qu'au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire au moment de la crise, M. Young Jin Choi, pour leur courage, leur détermination et leur engagement à défendre les idéaux de paix des Nations Unies. Je voudrais, au nom de la nation ivoirienne, saluer la mémoire des 150 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie pour en sauver d'autres et pour ramener la paix et la stabilité dans mon pays. J'exprime à leur pays et à leur famille, ainsi qu'à la grande famille des Nations Unies, la reconnaissance du peuple ivoirien. À présent, je voudrais rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, 7e secrétaire général des Nations Unies, pour son exceptionnelle contribution à la paix dans le monde. Il s'agit de M. Kofi Annan, ce grand humaniste qui nous a quittés le 18 août 2018 et dont la voix et la sagesse manqueront aux grandes causes du monde.
Au cours du mandat de la Côte d'Ivoire, au Conseil de sécurité de l'ONU, notre pays va partager son expérience réussie de sortie de crise. Les Nations Unies ont pris une part active dans le règlement pacifique de la crise ivoirienne, une 50aine de résolutions prises. L'ONUCI, l'opération des Nations Unies, est donc un succès que le pays va partager avec le reste du monde. Plus de détails avec Abou Sanogo. L'Organisation des Nations Unies aide à mettre un terme au conflit et à promouvoir la réconciliation à travers des opérations de maintien de la paix dans plusieurs pays en crise. 15 missions de maintien de la paix sont déployées à travers le monde. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont pour compétence de faciliter la transition politique, de soutenir les institutions étatiques fragiles. En Côte d'Ivoire, l'ONU a joué un rôle capital dans la gestion des crises sociopolitiques. Plusieurs représentants spéciaux se sont succédés à la tête de l'opération de maintien de la paix. D'Albert Wodjire à Aïcha Tomendaoudou, en citant Pierre Chokri, Choi Young-jing, Bert Condes, la crise ivoirienne a cristallisé l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en 2003 qu'une opération de maintien de la paix est envoyée pour la première fois en Côte d'Ivoire. La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, MUNICI, est créée par la résolution 1479 pour garantir la mise en œuvre des dispositions prévues par l'accord de Linas Marcoussis entre les différentes factions politiques ivoiriennes. Prolongée à 2 reprises en 2003 et en 2004 en raison de la persistance des troubles, la MUNICI est reconvertie en opération de maintien de la paix, ONUCI, le 27 février 2004 par la résolution 1528. L'objectif, observer et surveiller l'application de l'accord de cessez-le-feu global du 3 mai 2003. En 2010, la résolution 1975 est prise pour donner au représentant spécial de l'ONU la compétence de certifier les résultats de la présidentielle tenue la même année dans le but de trouver une issue pacifique à la crise ivoirienne. Dans ce sens, l'ONU, par le biais de son représentant spécial, Choi Young-jing, certifie l'élection présidentielle du 28 octobre 2010 en confirmant la victoire d'Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État. Sous le couvert de la résolution 1975, le Conseil de sécurité décide aussi de geler les avoirs de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que ceux de 4 membres de son entourage. Le Conseil de sécurité demande instamment à toutes les institutions d'État ivoiriennes, notamment les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire, de se soumettre à l'autorité que le peuple ivoirien a conférée à Alassane Ouattara, dont l'élection à la présidence du pays a été reconnue par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et le reste de la communauté internationale. Autre décision issue de la résolution 1975, la prolongation du mandat de l'ONUCI ainsi que l'autorisation donnée aux forces françaises de soutenir l'ONUCI dans la limite de leurs moyens et dans leur zone de déploiement. L'autre volet crucial de la mission de l'ONUCI a été sans aucun doute l'assistance post-conflit apportée aux autorités ivoiriennes, l'instauration des conditions de protection des civils par la réforme du secteur de la sécurité, la réhabilitation et l'équipement d'écoles, de centres sanitaires, des zones marquées par les conflits. L'appui humanitaire en vue de faciliter le rapatriement des réfugiés et déplacés, des actions stratégiques et ciblées pour consolider la paix et la stabilité dans le pays. Une 50aine de résolutions prises pour le règlement pacifique de la crise ivoirienne. En Côte d'Ivoire, l'opération des Nations Unies a pris fin le 30 juin 2017. Retournons au siège de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères a présidé le débat ministériel au Conseil de sécurité. Il faut une synergie d'action et une étroite collaboration avec les Nations Unies pour régler durablement les conflits. C'est ce qu'a soutenu Marcela Montano à cette tribune. Le point avec Michel Digré. C'était un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire après le débat présidentiel dirigé par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. C'est au ministre Marcela Montano qu'est revenue la charge de présider le débat ministériel du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, donne les enjeux du thème, à savoir l'implication des États et organisations régionales et sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. La prévention des conflits est une responsabilité qui nous incombe à tous. Les organisations régionales et sous-régionales jouent un rôle clé
dans l'application d'une stratégie globale et multidimensionnelle à la hauteur du défi que nous devons relever. Le représentant permanent de la France auprès de l'ONU se prononce sur l'importance des organisations régionales et sous-régionales dans la résolution des conflits. Les organisations régionales et sous-régionales ont en effet des atouts que les Nations Unies n'ont pas. Elles sont plus proches du terrain, en ont une connaissance souvent plus fine et disposent de précieux réseaux humains. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, le thème débattu constitue un intérêt pour l'Afrique. Je félicite la Côte d'Ivoire pour avoir consacré un débat à cette question. L'engagement à faire taire les armes à l'horizon 2020, qui est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, suppose non seulement le règlement des conflits actuels, mais aussi la consolidation de la paix, là où elle est réalisée, et la prévention des nouvelles crises, notamment en Afrique. Le ministre Marcela Montano donne la position de la Côte d'Ivoire sur le thème du débat. Dans ce monde globalisé, où aucune organisation ne saurait à elle seule porter le poids de la responsabilité de la gestion des menaces qui pèsent sur la sécurité collective, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs nationaux, les organisations sous-régionales, régionales et les Nations Unies s'impose comme une impérieuse nécessité. La recherche d'une approche plus inclusive de tous les acteurs, prenant en compte une claire définition des responsabilités, demeure, à notre sens, le moyen le plus efficace pour assurer la prévention et la gestion des conflits qui sont au cœur de l'agenda du Conseil de sécurité et fondent son existence. Concernant la prévention et la résolution des conflits en Afrique, Marcela Montano souhaite une synergie d'action entre l'Union africaine et l'ONU. Il importe de relever encore une fois que seule une action solidaire entre les Nations Unies et l'Union africaine permettra d'envisager des solutions appropriées et durables dans le cadre d'une vision commune du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. C'est tout le sens de l'étroite coopération entre ces deux organisations qui méritent d'être encouragées et renforcées, notamment en ce qui concerne la question déterminante du financement des opérations de paix africaines. Après les débats présidentiels et ministériels, le prochain défi majeur pour la Côte d'Ivoire pour ce mois de décembre sera de diriger les négociations au Conseil de sécurité pour faire adopter 3 projets de résolution. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre annonce de grands chantiers dans l'ouest du pays. Amadou Gon Coulibaly l'a dit au 2e festival de Tonkwini Dale, une rencontre de promotion du patrimoine culturel du peuple dans le reportage de F. Boué. Site du Tonkwini Dale Festival. Aujourd'hui, c'est le Nidaïkbi ou le grand jour. L'invité de Mac, le parrain, en la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, reçoit les bénédictions dans l'enclos de la case sacrée. Le décor est donc planté. Suivront les interventions du commissaire général du festival, du porte-parole du peuple baoulé, invité national, et celui de l'ambassadeur de Chine, invité international. Le ministre Albert Touakus Mabry, initiateur du festival, a quant à lui rappelé les enjeux de ce grand rendez-vous culturel du peuple temps. La particularité du Nidalé, promue par le conseil régional du Tonkwini, c'est d'être la synthèse et la finalité de toutes les autres initiatives culturelles tendant à la promotion de la culture dans. Il se veut une plateforme de rencontre d'intellectuels, une plateforme économique et une rencontre de divertissement et d'évasion. En somme, un projet culturel fédérateur, structurant et innovant, salué par le parrain. Continuant son intervention, le Premier ministre a rassuré toutes les populations que le gouvernement poursuivra la dynamique de développement engagée dans la région. De bonnes nouvelles sont donc annoncées. Pour la période 2019-2020, il est prévu, et je peux vous le dire, nous reviendrons pour poser la première pierre. Il est prévu la construction du nouveau centre hospitalier régional de Mans avec une unité d'hémodialyse pour un coût d'environ 30 milliards de francs CFA, ainsi que la construction d'un hôpital général à Danané. J'ai le plaisir de vous annoncer que le président de la République nous a donné instruction
de régler définitivement la question de la voirie de Mans et que nous sommes en discussion avec la Banque ouest-africaine de développement pour mobiliser les financements nécessaires. Toutes ces actions n'étant possibles que grâce au climat de paix et de cohésion sociale, Amadou Gon Coulibaly a demandé aux uns et aux autres de travailler sans relâche à la préservation de la paix et au vivre ensemble. Le Tonkpi Nidalé 2018 aura tenu ses promesses. En entendant que les lampions ne s'éteignent définitivement, le village Nindalé continue de recevoir son flot de visiteurs. Le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire est connu depuis hier soir, Traoré Médandje du quotidien L'Inter. La RTI aussi s'est bien illustrée, plusieurs prix remportés par les journalistes. Cette 20e nuit de la communication a été parrainée par la première dame Dominique Ouattara, Pierre Dipomélin, Issa Tionayo. Médandje Traoré, journaliste au quotidien L'Inter, s'est hissé au sommet de cette 20e édition des Ébonies. Il a raflé 4 prix au total. Le prix spécial Diego Bailly de la meilleure enquête, le prix Joseph Chomandé du meilleur reportage, le prix du meilleur journaliste de la presse écrite et en ligne, avant d'être consacré par le jury Super Ébonies 2018. Il part avec un véhicule neuf, plus de 4 millions de francs CFA et plusieurs lots des partenaires. Vous permettez au fil des années à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien de connaître les meilleurs d'entre vous, et ce sont vos efforts à tous et votre détermination à viser l'excellence qui ont fait du prix Ébonies une référence en Afrique, et cela est tout à votre honneur. Pas de recette magique. J'ai choisi des sujets d'actualité, des sujets qui ont, disons, un impact sur le quotidien et de l'Ivoirien, ici en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur. J'ai choisi par exemple d'aller investiguer à la frontière de la Libye et de l'Algérie pour comprendre un peu le phénomène de la migration. À cette prestigieuse nuit de l'excellence, des journalistes de la RTI ont répondu présent au tableau des lauréats. Christelle Menant a arraché le prix du meilleur journaliste télé. Serge Coléa remporte le prix du meilleur reportage sur l'immigration clandestine. Sita Soro de Radio Côte d'Ivoire, elle décroche le meilleur reportage radio sur le travail des enfants. Et Hamza Diaby, élu meilleur présentateur télé par le public. Je salue les Ivoiriens qui ont eu confiance en moi en me donnant 7000 voix pratiquement. Je salue le directeur général de la RTI qui nous fait confiance tout le temps. Je salue tous ceux qui ont contribué à ce que cela soit fait aujourd'hui parce que c'est la RTI qui gagne. En gros, c'est la RTI qui aujourd'hui, avec tous ces prix qu'on vient de rafler là, est à l'honneur. Médandje Traoré succède ainsi à Parasolo Kone, journaliste à la RTI, alors que Carlos Kwande de Radio Yopougon, lui, garde bien l'Ébonies du meilleur journaliste radio. L'UNDCI a aussi marqué le 20e anniversaire de ce prix, d'où le parrainage exceptionnel de la première dame Dominique Ouattara. Félicitations à tous les lauréats. Le nouveau maire de la commune d'Abobo installé, c'était en présence du préfet d'Abidjan. Ahmed Bakayoko s'est engagé à travailler dans l'intérêt des populations de la commune. Abou Sanogo. Ahmed Bakayoko est le maire de la commune d'Abobo. Il a été élu par l'ensemble des conseillers municipaux en présence du préfet de la ville d'Abidjan, à qui revenait la charge d'organiser, de superviser et de procéder à l'installation du conseil municipal élu. Ainsi, à l'issue d'un vote, Ahmed Bakayoko a été déclaré maire avec 100% des voix des conseillers présents. Au cours de cette session, 6 adjoints au maire ont été également élus. À ces adjoints au maire s'ajoutent 43 conseillers. Le préfet de la ville d'Abidjan a invité l'ensemble du conseil municipal à travailler en bonne intelligence. Monsieur Bakayoko Ahmed ne représente plus un seul parti ici, il représente l'ensemble des citoyens de la commune d'Abobo. Les 6 adjoints au maire ne représentent plus le parti pour lequel ils sont allés aux élections, ils sont l'émanation de l'ensemble de la commune d'Abobo. C'est ça le sens d'une élection. Les 43 conseillers cités dans l'ordre tout à l'heure représentent les intérêts de toutes les couches de la commune d'Abobo.
Il n'y a donc plus de couleur politique dans la prestation des services que la commune d'Abobo fournira. Ahmed Bakayoko entend travailler pour le bonheur des populations de la commune d'Abobo. Vous pouvez compter sur nous. Nous allons faire très sérieusement le travail pour vous apporter des solutions à toutes les préoccupations des communes d'Abobo. Nous allons traiter avec sérieux et efficacité vos questions de sécurité. Nous allons traiter avec sérieux et efficacité les questions de salubrité, les questions d'infrastructures routières. Nous allons faire en sorte de réduire la pauvreté. Pour la réussite de sa mission, il lance un appel à toutes les filles et à tous les fils de la commune d'Abobo. Il faut qu'on soit ensemble. La compétition électorale, c'est un moment. Dès que la population a choisi, on se met ensemble pour voir que l'intérêt d'Abobo, des Abobolais et des Abobolaises. Il convient de rappeler que selon les dispositions légales et réglementaires ivoiriennes, un maire n'est pas élu pendant les élections municipales. C'est la liste des conseillers qui est élue avec une tête de liste. Après ces élections, le préfet réunit l'ensemble des conseillers élus, conformément à la liste proportionnelle officielle transmise par la commission électorale indépendante. Après le contentieux électoral, s'il y en a, ce sont les conseillers élus qui élisent le maire et les adjoints au maire. À Abobo, la passation de charges se fera dans le prochain jour. Namizata Sangaré, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, était l'invitée de Hamza Diaby dans le magazine de ce dimanche 13h. Elle a fait l'état des lieux des droits de l'homme dans le pays. Namizata Sangaré a aussi dressé le bilan des rapports 2016 et 2017. Je vous propose un extrait de l'entretien. Les rapports 2016-2017 ont été remis le jeudi dernier. Et ce qu'il faut retenir comme contenu, c'est que ces rapports comportent 3 parties. Oui. Vous avez une première partie consacrée à l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, une deuxième partie qui expose les activités menées par la CNDACI et une troisième partie qui a trait aux acquis, aux perspectives et aux recommandations, n'est-ce pas, faites par la Commission nationale des droits de l'homme. L'état des lieux selon la Commission nationale des droits de l'homme pour ce qui est des rapports 2016-2017, il faut l'analyser sous les aspects de génération de droits. Vous avez la première génération des droits de l'homme qui ont trait aux droits civils et politiques. Vous avez la deuxième génération des droits de l'homme qui sont les droits socio-économiques et culturels et les droits dits de solidarité. Et donc, pour ce qui est des droits civils et politiques, la Commission, dans ces 2 rapports, s'est apaisantie sur les questions de sécurité, les questions de l'état civil, les questions liées à la justice. Pour ce qui est des droits économiques, socio-culturels, nous avons fait le rapport, produit les 2 rapports sous l'angle de la sécurité, de l'éducation, de la santé et aussi des conditions de travail dans le secteur minier. Nous avons décidé de renforcer les enquêtes et les études. Nous avons décidé pour l'année 2018 de continuer les campagnes de sensibilisation. Une vaste campagne de sensibilisation sur les conflits intercommunautaires, sur les actes d'incivisme. La Côte d'Ivoire occupe la vice-présidence du réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales, un choix porté sur le pays 1 an après son adhésion à cette organisation. C'était en marge du 8e sommet des Africités à Marrakech au Maroc. Issa Thionayeo. Une distinction de plus pour la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Elle occupe désormais la vice-présidence du réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales, RIAFCO, pour 3 ans. Un poste obtenu à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du réseau à Marrakech. Un positionnement qui met en lumière tous les efforts consentis par le pays en matière de décentralisation.
C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire qui, depuis 1988, a mis en place le fonds de prêt aux collectivités territoriales. Et donc, il était tout à fait normal que la Côte d'Ivoire puisse avoir sa place dans ce réseau international de financement des collectivités territoriales. Et donc, c'est chose faite aujourd'hui. Dans sa qualité de vice-présidente, justement, la Côte d'Ivoire a un important rôle à jouer auprès des structures sœurs d'Afrique. Créé en 2014, le RIAFCO a pour objectif de renforcer et de promouvoir le rôle des institutions de financement des collectivités locales. La présence de la Côte d'Ivoire dans les instances dirigeantes est saluée par les membres. Nous sommes très heureux d'accueillir depuis 2017 le fonds de prêt de Côte d'Ivoire aux collectivités et nous pensons que nous pourrons avoir en place très importante cette institution avec laquelle d'ailleurs le Cameroun, qui a le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, entretient également des relations parce que nous avons eu effectivement à recevoir une mission de ce fonds des prêts au Cameroun. Travailler en collaboration avec d'autres gouvernements, ministères, avec d'autres collectivités locales, travailler en partenariat permet d'avoir à la fois un échange d'expériences inspirant, donc c'est regarder ce que fait le voisin, partager avec le voisin ce que nous faisons et pour aussi être unis dans l'action. Le réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales compte 10 pays membres. 50 mètres cubes de bois issus du sillage à façon saisie, une œuvre des agents du ministère des Eaux et Forêts, une prise évaluée à une perte de 40 millions de francs CFA. Les faits se déroulent dans la commune de Marcory, nous dit Francis Boifo. Marcory, zone 4, résidentielle. Derrière ce portail hermétiquement fermé, un entrepôt transformé en une usine de fabrication de palettes issues de bois de sillage à façon interdit par la loi. Suite à l'adoption par le gouvernement de la nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, le ministre des Eaux et Forêts nous a mis en mission et c'est l'application de ces mesures qui nous a permis, n'est-ce pas, de découvrir cet entrepôt qui est installé en toute clandestinité. Il est intolérable que certains opérateurs continue à exercer en toute illégalité. L'exploitation illégale du bois est une menace pour l'économie et la forêt. Nous sommes dans cet entrepôt avec près de 50 mètres cubes de bois issus du sillage à façon. C'est une perte pour l'économie de Côte d'Ivoire d'environ 40 millions. Naturellement, ces bois détruisent la forêt, d'autant plus que c'est des bois qui sont exploités en dehors de toutes les normes réglementaires. Les agents du ministère des Eaux et Forêts soulignent également le risque écologique que présente cette activité. La procédure va se poursuivre en termes d'enquête pour pouvoir identifier véritablement tous les responsables. Les peines peuvent aller de 3 mois à 3 ans et à au moins 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts, mais ça va être multiplié puisqu'il va falloir prendre en considération tous les autres aspects. Le gouvernement entend mettre fin à toutes les activités illégales, mais conduire en même temps les populations à rentrer dans la légalité pour que d'une part, il y a une continuité d'activité économique, mais que d'autre part, on continue de préserver le paysage et la couverture forestière pour que tout le monde bénéficie. Le sillage à façon du bois fait perdre à l'État plus de 20 milliards de francs CFA par an, selon des études. Terminons ce journal par l'actualité dans le monde. Le point de la semaine ce soir, un tour sur le continent, en Asie et en Europe. D'abord le Maroc, pour parler de la santé du président gabonais. Le 7 sur 7, Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Pour la première fois depuis son hospitalisation fin octobre en Arabie Saoudite, le président Ali Bongo Ondimba est apparu lundi aux côtés du roi Mohamed VI. Au cours de cette visite, le roi du Maroc s'est réjoui de l'évolution de l'état de santé du président gabonais. L'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé à sa frontière avec le Liban une vaste opération baptisée Bouclier du Nord pour détruire des tunnels creusés par le Hezbollah, milice libanaise pro-iranienne. Ces tunnels traversent la frontière nord de l'Est hébreu depuis le Liban.
La justice française a autorisé mercredi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert pour l'extradition à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. Sa décision est susceptible de faire l'objet d'un pouvoir en cassation. François Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Les bailleurs de fonds et partenaires internationaux du G5 Sahel ont tenu jeudi à Nouakchott, en Mauritanie, leurs engagements financiers. Le budget est estimé à près de 2 milliards d'euros pour une quarantaine de projets de développement axés sur la lutte contre le djihadisme. Ce financement des partenaires couvre les besoins globaux du programme d'investissement prioritaire. Les rebelles houthis au Yémen ont rejeté vendredi l'ordre pour parler de paix, la demande du gouvernement exigeant leur retrait de la zone portuaire de Hodeïda. Le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite et les insurgés appuyés par l'Iran sont réunis en Suède pour des consultations sous l'égide des Nations Unies, une première depuis 2016. Malgré la décision du gouvernement de suspendre la hausse des prix sur le carburant pour une période de 6 mois, les Gilets jaunes ont encore envahi les rues de la France. Plus de 125 000 personnes ont défilé samedi, dont 10 000 dans la capitale parisienne pour l'acte 4 de mobilisation des Gilets jaunes. Même si ces manifestations ont été moins violentes par rapport à celles de la semaine dernière, elles ont enregistré au moins 126 blessés et 1385 personnes ont été interpellées, dont environ 800 placées en garde à vue. Charles Michel a pris ce dimanche la tête du gouvernement, après la démission des ministres nationalistes flamands de la coalition gouvernementale. Une situation survenue en raison de divergences profondes sur le pacte des Nations Unies sur les migrations. Ces démissions ont été acceptées par le roi des Belges à la mi-journée à l'issue d'une rencontre au Palais Royal avec Charles Michel. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. À très vite. Bonsoir.